retrouver pour cette émission spéciale réalisée pour Event News et politicomag.com. Notre invité est dans l'actualité. Il s'agit de François Mattei, ancien journaliste, ancien patron de la rédaction de France Soir et qui vient de co-signer avec l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo un livre qui va en tout cas être l'ouvrage des semaines à venir, le livre La vérité et la justice. C'est ça. François Mattei, pourquoi Laurent Gbagbo vous a-t-il fait confiance ? C'est une histoire qui est déjà un petit peu ancienne et longue. On s'est connus donc je crois 2004-2005, quand je suis allé pour la première fois en Côte d'Ivoire. Je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire, mais c'est en 2005 très exactement, et j'avais déjà traité d'un sujet de Côte d'Ivoire alors que j'étais non pas directeur de la rédaction, mais rédacteur en chef à France Soir, qui était la fameuse affaire de Bouaké et la destruction de l'aviation ivoirienne et puis la mort des militaires français. Et je crois qu'on avait été les seuls dans la presse française, alors que je n'avais pas de notion précise, en tout cas de vécu en Côte d'Ivoire. J'avais des notions mais pas de vécu. On avait titré La France dérape, ce qui avait choqué beaucoup. Il m'avait attiré quelques inimitiés, mais j'avais eu des contacts là-bas qui m'avaient déjà fait clairement comprendre qu'il y avait un mystère et une inadéquation entre ce qui s'était passé et la réplique française, et que les morts les morts français n'étaient peut-être pas des victimes de Laurent Gbagbo. Donc on avait gardé une réserve à l'époque très, très salutaire d'ailleurs au vu des événements ensuite. Ce qui a été donc connu en Côte d'Ivoire, cette une de France Soir, et quand je suis arrivé en 2005 en Côte d'Ivoire, c'était pour faire une série où on avait fait un article par jour dans France Soir. Ça ne s'était pas fait dans un quotidien, je pense, depuis longtemps en France. Et donc là, on s'est connus, et puis on s'est appréciés, et puis surtout, j'ai connu ce qu'on peut appeler les dossiers et la réalité de la Côte d'Ivoire, et j'ai commencé à me faire une idée. Ce que je veux dire, c'est que Laurent Gbagbo m'a, je pense, fait confiance parce qu'il y a une grande sympathie, c'est un homme sympathique, même ses adversaires ont du mal à dire le contraire, et un homme intelligent, mais moi j'ai agi non pas avec des a priori, mais après expérience et avec des a posteriori, parce que j'ai bien étudié les choses et que j'ai rencontré les gens. Alors, pour vous interroger avec moi, mon confrère Joachim Bokuma, que je retrouve avec beaucoup de plaisir après un intermède d'une douzaine d'années. Joachim, sans doute une question sur les conditions dans lesquelles les propos, les déclarations du président Gbagbo ont été recueillis. Oui, bonjour M. Mattei. Vous nous expliquez la procédure déjà pour rencontrer le président Gbagbo, comment il faut procéder, comment vous l'avez rencontré dans sa prison au Ville. Alors c'est très simple en réalité, puisqu'il y a des procédures établies, hein. C'est une institution internationale très organisée, ça c'est le moins qu'on puisse dire, très administrative. Donc j'ai postulé à une visite au début, donc on m'a demandé un certain nombre de renseignements sur moi, et puis donc j'ai transmis ces renseignements, parce que dans un premier temps il s'agissait de voir le président, parce qu'on avait créé des liens entre nous et que j'avais envie de le voir dans un lieu où il souffre et où, à mon avis, il est enfermé tout à fait injustement. Voilà. C'était ça la première motivation. Et donc j'étais admis, disons, et puis donc ma demande a été soumise au président Gbagbo qui a dit, qui m'a fait répondre qu'il voulait bien me recevoir. Voilà. Et ensuite j'ai renouvelé presque tous les mois pendant un certain temps mes demandes, et je l'ai vu un certain nombre de fois. Voilà. Et on a continué à bavarder et à parler des choses comme on avait commencé auparavant. Voilà, je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est une conversation ininterrompue. Qui sait parfois, il y a eu des moments où il avait autre chose à faire qu'à parler avec moi, mais on a toujours parlé, toujours. Et donc là, j'ai pas voulu que ça cesse, parce que, encore une fois, à mon avis, c'est quelqu'un qui est un homme d'État important de notre époque, et pas seulement pour l'Afrique. Voilà.
Alors, cette série d'entretiens a débuté à quelle date précisément et à quelle date s'est-elle achevée? J'ai pas le calendrier des dates. On s'est vu je sais plus, entre 12 et 15 fois, je ne sais pas exactement. Mais ça a commencé, je l'ai vu la première fois moi, en 2012, au printemps 2012. Voilà, donc ça faisait un moment déjà qu'il y était. Et il était encore assez fatigué d'ailleurs. Vous l'avez convaincu de faire cet ouvrage avec vous? C'est-à-dire que moi, il sait très bien quel est mon métier. Et donc, au cours des conversations, j'ai trouvé tout à fait dommageable qu'on n'entende plus sa voix aussi directement, que ce soit... Bon, et moi qui ne suis pas... j'ai la chance... J'ai la particularité de ne pas être ivoirien. Je n'étais pas dans ces partisans affichés, etc. Donc je n'avais peut-être pas non plus les obstacles que certains ont eu pour faire passer certaines informations, certaines vérités. Je me suis dit pourquoi pas en profiter. Voilà, je lui ai soumis l'idée. Donc il m'a dit fais comme tu penses devoir faire. Laurent est quelqu'un qui délègue beaucoup et qui m'a fait confiance pour le faire. Voilà. Alors nous allons entrer dans le fond des choses. Dans cet ouvrage, il est forcément question, et même beaucoup question de la France, où un certain nombre de révélations sont faites, notamment sur les fameuses mallettes de la République qu'on retrouve dans le livre de Laurent Gbagbo et le livre que vous co-signez avec Laurent Gbagbo. Joachim Gokuma. Oui, alors, il y a un épisode qui est rapporté dans le livre, on le savait déjà, sauf que dans le bouquin, on a eu une information de ce qu'on savait à propos d'une somme d'argent qui aurait été transférée de la présidence de la République de Côte d'Ivoire vers l'Élysée. Le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Coulibaly, l'a confirmé lorsque l'avocat Bourgi a fait son interview au journal du dimanche. Curieusement, dans le bouquin, le président Gbagbo ne confirme pas. Est-ce que qui ment dans cette affaire? Qui veut-il protéger? Je ne sais pas s'il veut protéger quelqu'un. Ce qu'il y a, c'est que moi, je considère que le président Gbagbo est dans une situation qui est difficile, puisqu'il est maintenu en détention d'une façon injuste, que la justice internationale, si elle existe, fait son travail, mais de quelle façon, c'est sans doute d'ailleurs peut-être le principal sujet du livre, c'est qu'est-ce que donc la Cour pénale internationale, à quoi sert-elle, et est-ce que c'est une institution respectable? C'est peut-être la première question à se poser. Donc disons que moi j'ai pris certaines précautions, et puis voilà. Ce qui me paraissait important surtout, c'était que on confirme bien, à travers des événements comme celui-là, ce qu'est la France-Afrique qui, dit-on partout en France, a disparu. C'est que, ça c'est l'aspect d'ailleurs le plus grotesque, c'est une forme de raquette des hommes politiques africains. Voilà, alors Laurent Gbagbo à l'époque, je me souviens, avait subi quelques mois auparavant déjà une tentative de coup d'État. Il était dans une situation où il sentait que les dangers commençaient à s'accumuler, où il y avait des ombres qui s'agitaient autour de lui. Je pense qu'il avait à peu près identifié ces ombres. Bon, il a été amené, je dis moi, à faire de la diplomatie. Voilà. J'insiste dessus parce que pour beaucoup d'Africains, Laurent Gbagbo passe pour un africaniste dans son discours. Ici, justement, sur cette affaire, quand on a appris qu'effectivement il y avait de l'argent qui était versé, beaucoup de gens n'ont pas compris cette démarche-là. Il y avait une contradiction entre le panafricanisme, le souverainisme qui défendait les intérêts de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, et cette pratique. Donc on s'attendait à ce que dans ce bouquin, les choses qui le confirment. S'il ne le fait pas, on reste un peu dessus et enfin, c'est pas pour être méchant, mais est-ce qu'on ne peut pas pousser les gens à avoir un doute sur le reste des dossiers qui sont évoqués dans ce bouquin? Non, je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. Il faut bien penser que
Là, les derniers temps, on ne rencontre pas Laurent Gbagbo dans un salon de thé, ni dans un palais présidentiel. On le rencontre dans une prison où il est pour je ne sais pas combien de temps encore, et que moi j'ai aussi des responsabilités vis-à-vis de tout ça. Je considère que j'ai... peut-être qu'il faut, comme les hommes politiques le font parfois, ménager un peu les événements et ne pas injurier l'avenir, parce que ce qui compte à mes yeux, c'est la confirmation, et c'est ce qui est affirmé dans tout le livre, que Laurent Gbagbo était victime d'un système qu'il mettait en péril, et qui était le système de la France-Afrique. Voilà. Le reste, il y a des détails qui peut-être seront satisfaisants aux yeux de certains. Il faut être tolérant et considérer qu'on est dans une situation, comme lui depuis 10 ans, dans une situation de danger. L'affaire n'est pas close, l'affaire n'est pas terminée. Il faudra que les gens se contentent de ce qui est là. Et je ne pense pas qu'ils puissent mettre en doute quoi que ce soit, puisque, comme vous l'avez dit, ça a été raconté, confirmé par M. Koulibaly, et que tout un chacun le sait, et que je sais très bien, moi, comment les choses se sont passées et de quelle raquette il a été victime. Voilà. Je crois que c'est un détail qui n'est pas fondamental. Voilà. Alors, dans le livre, ce qui ressort dès les premières pages, dans le tout premier chapitre, c'est le fait suivant. En réalité, le sort de Laurent Gbagbo était déjà scellé dès son accession à la présidence de la République. C'est mon sentiment. Alors ça me regarde, parce que d'autres gens me disent qu'il aurait pu, qu'il aurait dû, Ça, c'est très facile à nous tous aujourd'hui. Je crois que quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis son élection, il ne correspondait pas à ce qui était attendu, et la Côte d'Ivoire est trop importante dans le système français en Afrique pour être laissée entre les mains de quelqu'un qui ne correspond pas aux critères de base. Alors c'est là justement que on a fait souvent des procès à Gbagbo, parce qu'on lui a fait tous les procès, de toute façon c'est pas un problème, on lui en fait un devant la justice aujourd'hui, mais les procès d'intention on lui a tous fait. C'est aussi ce qui me paraît scandaleux, c'est que on a dit bon c'est un faux panafricain, faux souverainiste, en réalité il a cédé, il a voulu être trop beau pour les Français, bon, il a un double langage. Alors déjà dans un système aussi hypocrite que celui qui existe dans l'Afrique francophone ex-colonie française, comment peut-on avoir un langage qui ne soit pas un peu calculé, et la ruse est permise en politique il me semble, face à des forces aussi puissantes, face à des gens d'aussi mauvaise foi, et face à une hypocrisie telle et une ignorance telle, notamment en France, quand je parle de la France-Afrique, moi je ne vise pas les Français, le peuple français. On m'a souvent dit tu es anti-français, je ne suis pas anti-français. Je crois qu'on est dirigé par des gens qui entretiennent ce secret de la France-Afrique comme un secret de famille au niveau de l'Élysée et des élites, entre guillemets, politiciennes, mais les Français n'en profitent pas et ne sont pas concernés. Je pense que s'ils savent la vérité, et c'est le but de ce livre, et que l'opinion française soit touchée par ça, s'ils apprennent que l'Afrique ne leur coûte pas d'argent mais leur rapporte beaucoup, s'ils apprennent qu'on méprise les institutions africaines, s'ils apprennent qu'on triche là-bas, comme on voit d'ailleurs aujourd'hui les hommes politiques français tricher ici, peut-être qu'ils vont commencer à comprendre qu'il faut changer de rapport avec les Africains qui sont ils me semblent nos amis, mais on ne les traite pas comme des amis. Voilà, c'est ce qui m'a choqué. Moi, je suis pour la France de Jean Valjean, pas pour celle des Thénardier. Voilà. Donc, je considère qu'on avait en plus tout avantage en Afrique à être à la hauteur de la réputation de la France et des droits de l'homme et de tout ce qu'on veut, ce qui est bon, parce que les Africains, eux, y croyaient, et Gbagbo le premier. Alors maintenant, on lui reproche effectivement d'être naïf, etc. Ben, lui, il y croyait dans les valeurs de la France, et il faudrait que les hommes politiques français y croient aussi. Voilà. Alors, Gbagbo, dans le livre, vous dit en tout cas qu'il voulait donner un sens au mot indépendance. Oui. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie exactement que l'indépendance est une fiction pour les pays d'Afrique francophone, dans la mesure où on agit sur ces pays-là avec 3 leviers les plus importants. C'est la monnaie. Je ne comprends pas que les gens en France ne se choquent pas du fait que des pays indépendants depuis 50 ans, qui sont censés être indépendants, n'aient pas leur monnaie. Ils sont encore au franc. Le franc français, le franc CFA,
qui a été créé donc en 1945, a été reconduit au moment des indépendances en 60 pour tenir les Africains. Il est imprimé à Chamalières. C'est formidable. L'Auvergne, oui, chez Giscard, mais oui. Pour le garantir, entre guillemets, parce que c'est un mécanisme compliqué, je pense que ça mériterait une étude vraiment, mais à large diffusion. On prend aux Africains et aux pays africains les devises qu'ils gagnent en vendant leurs produits à l'extérieur. Donc ils ne peuvent pas se développer, notamment pas passer à des industries de transformation. Donc ils vendent leurs matières premières, on leur prend leurs devises, qui rentrent en Banque de France, il faut le savoir, le cacao, le pétrole et l'uranium, ça produit des rentrées très importantes pour la Banque de France, qui n'apparaissent pas dans les bilans de la Banque de France, je suis allé voir. Donc c'est quelque chose qui est dissimulé et qui est un secret un peu honteux. Ensuite, il y a les fameux accords de défense, depuis l'indépendance, Houphouët en avait signé un, qui en fait ne sont pas des accords de défense, mais donnent à la France pratiquement la propriété du sous-sol africain, bon, dans des termes qu'on ne connaît pas, bon, et qui permet à la France aussi de maintenir son bras armé, une armée sur place, dans les pays indépendants. Et puis ensuite, il y a l'action sur la vie politique. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des élections chez vos voisins qui se sont passées merveilleusement bien puisque les favoris de la France ont été élus. Donc voilà, on tient la politique, on tient les finances, on tient l'économie et la monnaie. Qu'est-ce qui reste à ces pays indépendants? Qu'est-ce qui reste? Le drapeau et le territoire. Et encore le territoire. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, on est en train de le brader. Je pense que ce n'est pas l'attitude que devrait avoir la France en tant que pays démocratique vis-à-vis de ses ex-colonies, et c'est pour moi une honte. Voilà. Est-ce que vous avez eu le sentiment, lors de vos échanges, que le président Gbagbo regrettait sans doute de ne voir pas assez agi sur ces leviers pour qu'il soit en faveur du développement africain? Non, je pense qu'il était décidé à agir dessus et qu'il avait de fermes convictions. Et je crois qu'il préparait une monnaie ivoirienne. Je crois qu'il avait calculé que tout était possible pour se détacher de cette dépendance, puisqu'on n'est pas dans l'indépendance, on est dans la dépendance totale. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus les accords de défense, il ne voulait plus de cette monnaie. Mais il voulait passer démocratiquement, parce que c'est un démocrate, par les élections qu'il croyait devoir se tenir de façon claire et transparente et contrôlée par la communauté internationale. Et à partir de là, il aurait fait son travail de souverainiste et d'Africain et d'Ivoirien. Et je pense que ça aurait été un grand progrès, une grande locomotive, un grand exemple pour l'Afrique tout entière. C'est ce qu'on n'a pas voulu, bien évidemment. Les accords de Marcoussis sont également évoqués, c'est le point de départ en fait, du drame ivoirien. Il semble en avoir été profondément marqué par les méthodes de la France, de M. Chirac, de M. de Villepin et de toute la bande France-africaine qui était autour de ces sommets de Marcoussis et de Kléber. Et je sais aussi que justement beaucoup de gens autour de lui, à juste titre, lui ont dit à l'époque de ne pas venir à Kléber. Il y avait des avis partagés autour de lui, mais il m'a toujours dit, on disait une chose, on disait l'autre, et moi il fallait bien qu'à un moment donné je fasse un choix. Donc à l'époque il a très bien su qu'il entrait dans l'ambiguïté, et dans ce que aussi bien Roland Dumas que Mamadou Koulibaly, que d'autres ont dit, c'est un tunnel. Il te faut entrer dans un tunnel, très bien, mais il est entré dans le tunnel, parce que c'est un homme qui a un côté... c'est un fin politique, c'est quelqu'un qui aime la difficulté, et il pensait... Je crois sincèrement, et je crois qu'il avait raison sur le fond, si on pense en démocrate, on ne peut pas dire qu'il a tort, que c'était la voie et le chemin de croix à suivre pour déboucher par des élections sur l'instauration d'institutions en Côte d'Ivoire et pour s'affranchir de toutes les dépendances vis-à-vis de la France. Il savait qu'il entrait dans un double jeu, mais c'est pas lui qui l'a installé, ce double jeu. Quand on parle de double jeu, c'est pas lui qui l'a installé, on lui a imposé. Après, on lui reproche, on lui a beaucoup reproché ça, de mener un double jeu. Je suis à la fois raisonnablement, en ayant un petit peu étudié les choses, et puis quand on est au contact de Laurent Gbagbo, on sait que c'est un honnête homme dans sa tête, mais il fait de la politique, c'est un homme politique. Il a fallu qu'il joue ce jeu-là.
Oui, le boulanger, moi je lui ai dit... Oui, mais ça c'était méchant, c'était pour dire que... qu'il roulait tout le monde. Je crois qu'il a été roulé par tout le monde. Pas roulé, mais trompé, trahi surtout. Trahi. Pas roulé, parce que c'est un homme intelligent, pas roulé. Mais en revanche, je crois qu'il est trop bonne patte, oui. C'est un homme bon. Voilà. C'est tout. Ce boulanger, non. C'est quelque chose qui a l'air anodin, et c'était pour se moquer de lui et dire que c'était quelqu'un qui avait le double langage. On rentre dans cette affaire-là. C'est pas quelqu'un qui a un double langage, c'est un homme politique qui joue ses cartes. On va pas reprocher. On peut pas lui dire d'un côté qu'il a un double langage, de l'autre côté qu'il est naïf. C'est un homme qui est entre les deux, qui essaye avec sincérité, de jouer le jeu qui lui est imposé avec les cartes qui lui sont données. Voilà. À propos de Marcoussis, il parle de coup d'État de la France, un coup d'État en camp blanc. Ah oui. C'est quand même assez dur. C'est le cas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde, je pense pas, où le sort d'un pays se décide à l'étranger. Sous l'égide d'autorités qui n'ont rien à voir dans le pays et qui sont en plus d'ex-colonisateurs, en l'absence du chef de l'État et de l'exécutif. C'est quelque chose d'assez aberrant, mais comme tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis 10 ans, c'est hallucinant, c'est totalement fou, c'est totalement injuste. Et au-delà de Laurent Gbagbo, moi ce que j'ai voulu... je ne vais pas dire que j'ai voulu défendre la démocratie, c'est prétentieux. Mais si dans ce pays, les gens commencent à toucher du doigt que peut-être ils pourraient être traités de la même façon, ils vont comprendre ce qu'ont vécu les Africains et les Ivoiriens. Voilà. Moi je trouve qu'en Côte d'Ivoire, ce que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire, vous savez, c'est le visage hideux de la France. C'est ce que je n'aime pas en France. Et le beau visage de la France, je ne l'ai pas vu. Moi je suis pour le beau visage de la France. Celui dans lequel croient les Africains, et les Africains m'ont toujours touché, ceux que je connais, parce que ceux qui ont été instruits ici de la culture française croient dans les valeurs républicaines, croient dans les valeurs des droits de l'homme, croient en Victor Hugo, croient en tout ça. Et si nous n'y croyons plus, alors il y a un problème, et c'est nous qui sommes coupables. Voilà. Moi je voudrais que le dialogue il se rétablisse au niveau où il doit être, dans un partenariat respectueux des uns et des autres. Voilà, on n'est pas là pour aller piller les pays, c'est terminé ça, il faut que ça s'arrête. Vous qui l'avez rencontré, quelle était sa conviction? Est-ce qu'il fallait négocier ou bien choisir l'option militaire face au... Non, Laurent Gbagbo n'a jamais choisi l'option militaire. Ce n'est pas un guerrier. Là aussi on m'a dit, s'il avait choisi ça, Laurent Gbagbo où il est en prison parce que ce n'est pas un violent. Sinon il n'y serait pas. Vous savez, il y a eu, la remarque m'a été faite par l'ancien officier de presse de l'armée française, Georges Payon, qui a écrit un très joli livre sur la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Ivoire nu. Il m'a dit, mais quand il y avait les rebelles au gouvernement, dans les gouvernements il aurait pu leur arriver beaucoup de choses à Abidjan. Il n'est jamais rien arrivé à personne. Ils ont vécu leur vie de façon protégée, comme Ouattara a toujours été protégé, quoi qu'ils disent, comme l'opposition a toujours été protégée. Gbagbo est quelqu'un qui est un pacifique, est un pacifiste, et c'est quelqu'un qui voulait la paix pour la Côte d'Ivoire. Il n'a donc jamais choisi ou pensé à l'option militaire. Jamais. Il voulait la paix. Donc il a pensé aux élections, il a pensé à on lui a reproché d'avoir agité les foules, mais non, les foules, les jeunes Ivoiriens, je pense qu'ils étaient pour Gbagbo, et c'est tout simple. Et on ne va pas reprocher aux gens d'aller dans la rue pour dire on est chez nous et on veut rester chez nous. Alors à propos des élections qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans le conflit militaire que l'on sait, le président Gbagbo et vous-même parlez de traquenard qui était préparé de longue date par la France, l'ONU et les autres soutiens. Oui, parce qu'on s'aperçoit que à rebours, on va dire qu'il y avait eu d'abord une première chose, il y a eu un rapport de l'ONU dont on a retardé la publication, qui avait abouti juste avant l'élection, qui aurait dû être publié, et qui conseillait surtout de ne pas aller à l'élection parce que il y avait du réarmement partout, la confiance n'était pas installée, et surtout
les institutions internationales, l'ONU, mais la France, mais tout le monde. Personne n'a fait en sorte, puisqu'il voulait garantir l'élection, d'abord il devait garantir le désarmement. On ne fait pas des élections nulle part au monde avec des gens en armes, on a vu ce que ça a donné. Ça crée la peur, il y a des violences, il y a des endroits, je sais dans le Nord, on me l'a dit, je n'ai pas eu le temps de l'écrire, où il y a des bulletins qui ne sont pas arrivés. Sur place pour être utilisés. Donc ça a été, tout le Nord a été totalement truqué, parce qu'il y avait des gens en armes. Donc à partir de là, du moment où on accepte cet état de fait, où on organise des élections de cette façon-là, plus le fait que Laurent Gbagbo, on a fait en sorte qu'il n'ait pas le contrôle technique du scrutin. Ça a été géré par des institutions, des sociétés françaises. On a fait ce qu'on a voulu, vous savez. On a fait ce qu'on a voulu. Et donc, à partir de là, la première fois que je l'ai vu, il m'a dit que tout avait été truqué dès le premier tour. Et merveille des merveilles, pendant que, donc en 2012, quand il y a eu le fameux congrès du PDCI, la presse française n'a pas relevé un mot ce discours de Bédier. Bédier est venu me taper sur l'épaule, j'allais dire, d'une façon très agréable, parce que dans son discours, lui dit lui-même que l'élection a été truquée, qu'on lui a volé 600 000 voix et que de toute façon il n'a jamais été troisième. Ce qui d'ailleurs est tout à fait sensé. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Ouattara était troisième. Si M. Ouattara était troisième, je ne parle ni de Gbagbo ni de Bédier. Si M. Ouattara était troisième, il n'était pas au deuxième tour. S'il n'était pas au deuxième tour, il n'est pas président de la République aujourd'hui. C'est un usurpateur. Est-ce que pendant la contestation entre novembre et avril, oui, le président Gbagbo, à l'époque, a-t-il songé à démissionner, puisque récemment le président de Guinée équatoriale, M. Obiang, a indiqué qu'il avait convaincu Gbagbo de démissionner et qu'en réalité c'est la France qui voulait la guerre. Est-ce que dans vos échanges, non, jamais. Gbagbo vous a confirmé avoir eu cette posture à un moment donné de la contestation? Jamais, jamais. Je pense que il ne voulait pas, il ne pouvait pas démissionner. Si on regarde de ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire depuis 10 ans, il a fait un travail depuis 10 ans pour arriver à quelque chose qui ressemble à une démocratie enfin digne et installée. Il voulait arriver aux élections, depuis le début, aux élections. Donc je pense que c'est quand les gens d'en face, disons, ont compris que son but c'était les élections, qu'ils l'ont attendu à cet endroit-là pour tendre une embuscade. C'est tout à fait logique. Il raconte lui-même que Claude Guéant est venu lui dire « Nous n'avons pas de candidat », ce qui est totalement faux. Bien entendu, Ouattara a été soutenu par la France. Bon, Gbagbo n'a jamais été en tout cas le candidat de la France ni de qui que ce soit. Il n'a jamais été le candidat de qui que ce soit, Laurent Gbagbo, à part de son parti et du peuple ivoirien, c'est tout. Donc on sait très bien que les autres ont été des candidats soutenus, de M. Bédier, c'est peut-être pas un crime, mais ils étaient soutenus par des gens de l'étranger. Gbagbo, jamais. Jamais. C'est tout. Dans cet ouvrage, il dit également quelques mots sur le président Hollande. Oui. Sur Sarkozy. Sur Sarkozy, il dit plus qu'un mot, oui. Il n'a jamais senti avec Sarkozy une quelconque forme de respect, ni de sa fonction, ni de sa personne, ni des institutions ivoiriennes. Voilà. En fait, il ne pouvait pas le blairer, comme on dit. Voilà, mais c'est ça. C'est ça, et puis Gbagbo lui a infligé quelques camouflets, comme le fait de ne pas aller au cinquantenaire. Voilà. Et là-dessus, il a des arguments tout à fait de bon sens. Laurent Gbagbo, il dit, attends, on nous accusait, nous, d'avoir tué des militaires français, nous sommes des assassins, et on nous invite sur les Champs-Élysées. Défiler aux côtés des militaires français. Oui, et puis boire un coup aussi, pourquoi pas. Hein, voilà. Bon, donc non. Mais j'ai su par ailleurs que les gens de Côte d'Ivoire qui y étaient, notamment de l'ambassade de Côte d'Ivoire ici, ont été très chaleureusement reçus. Donc je pense que tout le monde savait que les Ivoiriens n'avaient pas tué les militaires français. Donc c'est ce double jeu installé par la France qui a fait que Gbagbo a dit on va d'abord régler nos affaires entre nous en parlant, parce qu'il a toujours voulu parler, c'est quelqu'un qui parle. On lui a reproché aussi dans son propre camp, tu as parlé, tu as flirté avec des salauds, quoi. Voilà, pour ça. Ah ben non, il dit la fonction d'un homme politique, c'est de parler à tout le monde. Et je me rappelle d'une phrase qu'il m'a faite en 2005.
que je n'ai pas mise parce que je crois qu'aujourd'hui, les gens n'y croiraient pas. Maintenant, ils vont commencer à y croire. Mais j'étais sorti d'interview au Palais. J'avais dit, mais vous n'avez pas peur de ce qui peut vous arriver, etc. Il m'avait dit, mais non, je vais les étouffer d'amour. Oui. Bon, ça, c'est Gbagbo. C'était pas du tout du cinéma parce que c'était off et que c'était pour me dire, voilà, mon chemin, c'est pas la guerre. Il déteste la guerre, Laurent Gbagbo. Une petite question avant de terminer sur la Cour pénale internationale. Oui. Est-ce que le président Gbagbo vous a donné un début d'explication à l'attitude des socialistes français, notamment le président Hollande, à son égard? Oui. Qui vous rapportez dans le livre que M. Hollande allait lui rendre visite passage à Paris. Et le voilà président installé à l'Élysée, Gbagbo à la CPI, on a l'impression qu'ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Alors, ce que dit Laurent Gbagbo, le début d'explication, parce qu'on n'est pas allé à fond dans tous les domaines, mais c'est qu'à une certaine époque, justement au travers d'incidents graves et dramatiques, où on a pu retourner l'opinion française, qui a été manipulée. L'opinion française a été manipulée. Il y a eu la mort malheureuse de Jean Hélène, journaliste de RFI. L'assassin a été jugé dans des conditions tout à fait normales et condamné. Il y a eu l'affaire Kiffer, on en a fait porter la responsabilité, donc autres journalistes, mais qui étaient peut-être autre chose que journalistes, je n'en sais rien, qui étaient dans des affaires très compliquées, peu importe, c'est dramatique de la disparition et la mort d'un homme. On a fait porter ça à Laurent Gbagbo. Ensuite, la mort des militaires français. On a le départ des ressortissants français qu'on a assimilés, parce que, vous savez, dans la sémantique, on arrive à faire penser aux pieds noirs d'Algérie. Donc, un avion est tombé, y a-t-il un Français dans l'avion? Et là, ça devient dramatique. Les Ivoiriens sont morts par milliers dans toute cette crise pendant 10 ans, souffrent encore de cette crise, ne sont pas réconciliés, sont encore maltraités pour beaucoup d'entre eux. Donc la gauche a eu peur d'avoir affaire à ce que Villepin a instillé, je pense, et d'autres, à droite, en disant qu'ils avaient affaire, vous savez, à un de ces roitelets africains sanguinaires. Gbagbo, c'est tout le contraire. Mais ils ont eu peur, à un moment donné, je pense, d'être éclaboussés par quelque chose. Mais c'est de la manipulation, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de faire apparaître, petit à petit, j'espère, la vérité de l'histoire. C'est le sens de ce livre. Et des dernières phrases que j'ai prises qui avait été cité par Guy Laberty, qui était responsable Afrique du Parti Socialiste, qui cite un poème écrit par Laurent Gbagbo, parce qu'il dit l'histoire est vérité, mais il faut que l'histoire devienne vérité. Juste un petit mot, Joachim, pardon. Juste avant la CPI, dans le bouquin, vous indiquez que Gbagbo a reçu la juge Sabine Keris. Oui. C'est une révélation. Donc finalement, la CPI est devenue aujourd'hui un grand quartier général de la diplomatie et de la politique. Elle a insisté beaucoup, et c'est, je crois, sur l'action de l'avocat des familles des victimes des militaires français, maître Jean Balland, qui a assisté à l'entretien, j'ai eu confirmation, et qui m'a dit avoir recueilli des choses très intéressantes. Auprès du président Gbagbo. Oui. Donc ça veut dire que l'instruction sur cette affaire de Bouaké, où des militaires français sont morts, suit son cours, et qu'il y a des magistrats en France, voilà, France qu'on peut aimer, qui sont soucieux de la vérité, et qui, en dépit des obstacles qui ont été mis dans le passé surtout, continuent à travailler pour faire valoir la vérité. Et cette vérité-là, Laurent Gbagbo n'en a pas peur. Il n'a pas peur des faits, c'est ce qui ressort. Ce que je veux faire ressortir, c'est qu'il veut la vérité parce qu'il n'en a pas peur. Il fera face à tout ce qu'on peut lui dire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors justement, pour le moment, il va faire face à la CPI. Joachim, oui, question sur la CPI. Je voulais, parce que l'origine de la crise, c'est quand même la contestation des résultats du deuxième tour. Oui. L'ONU a fait un rapport dessus, la CEDEAO, et puis l'Union africaine. Un rapport, qu'est-ce que vous appelez un rapport à propos d'élections? Ils ont fait un rapport sur le déroulement des élections. Ils ont conclu que celui qui avait gagné, c'était Alassane Ouattara. Et au retour d'une réunion de l'Union africaine, Mamadou Coulibaly, qui était proche de lui, lui a demandé de reconnaître sa défaite. Vous qui l'avez rencontré, est-ce qu'il est revenu sur cet épisode? Est-ce qu'il est convaincu d'avoir gagné l'élection? Ou est-ce qu'il a évoqué ce sujet avec vous ou pas? Bien entendu. Laurent Gbagbo continue et persiste. Il a gagné l'élection présidentielle.
Je pense que Mamadou Koulibaly, à mon avis, n'a pas reconnu une défaite électorale. Je pense qu'il a reconnu, qu'il a voulu admettre l'échec d'une stratégie globale. C'est plutôt ça. Et donc, il pensait reconquérir le pouvoir. Mamadou Koulibaly me l'a dit, en acceptant les faits. Je ne dis pas la défaite électorale, mais les faits tels qu'ils étaient, avec les forces en présence, pour aller au combat aux législatives suivantes et tout balayer. Voilà, ce sont des différends de stratégie politique. Sur le fond, je ne crois pas qu'il y ait de réels différends. Voilà. Je ne pense pas. Maintenant, il y a des personnalités très, 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 très diverses. Je pense que Mamadou Koulibaly et Laurent Gbagbo ont une sorte aussi de lien filial qui, au lieu de simplifier, complique tout. Voilà. Bon, mais en dehors de ça, Laurent Gbagbo et à mon sens aussi a gagné les élections, mais vous savez, Monsieur Bédier a dit quand même que Ouattara ne les avait pas gagnés, si vous traduisez en français. Puisque Ouattara était 3e à l'élection. Et Laurent Gbagbo me l'a dit depuis le début. Depuis le début, avant même que Bédier parle. Donc voilà. Ensuite, il y a eu les fraudes qu'on connaît. Elles sont pas, on ne peut pas nier les fraudes. On ne peut pas nier non plus que tout le Nord ait voté pour Ouattara. Alors que quand vous prenez la carte du scrutin et des élections, partout ailleurs, Gbagbo est en tête. Partout, sauf au nord où évidemment c'était verrouillé parce que il y avait des gens en armes. Ben voilà. Et puis la fameuse question du recomptage. Pourquoi dans beaucoup, c'est un usage courant de recompter des voix dans les partis politiques en France, dans des grandes démocraties comme les États-Unis, un peu partout, on recompte les voix quand il y a un litige. Un litige électoral n'est pas une chose monstrueuse et africaine. Donc on recomptait les voix et sous l'égide des institutions internationales. Qui l'a demandé? Laurent Gbagbo. Qui ne l'a pas demandé? Monsieur Ouattara. Mais l'ONU ne décide pas des élections d'un pays, monsieur. Le président de la République d'aucun pays n'est désigné ni par l'ONU, ni par des institutions étrangères. L'ONU était impliquée dans le processus électoral. Mais ce n'est pas... Non, Laurent Gbagbo et monsieur Ouattara ont signé une lettre qui a été rendue publique pour dire qu'ils respecteraient tous deux devant le peuple ivoirien. Je parle du peuple ivoirien, moi. Je ne parle pas des Texans. Je ne parle pas des Français. Il faut revenir aux choses fondamentales. Le peuple ivoirien détermine son avenir, son destin. Et choisit son président. Qui choisit le président de la République d'un pays? Le peuple. Sinon, on n'est plus en démocratie. Sinon, on est, je ne sais pas, dans quelque chose qui n'existe pas. Donc en Côte d'Ivoire, ça a existé. C'est une mondialisation du trucage électoral. Ils ont signé tous deux une lettre pour dire nous respecterons les décisions du Conseil la commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel, qui est l'ultime juridiction qui décide et qui tranche. C'est le Conseil constitutionnel. Je ne veux pas en sortir. Le Conseil constitutionnel a tranché. Et c'est terminé, pour moi l'élection est terminée, ça n'est pas à qui que ce soit d'autre de décider. Alors s'il y a une contestation, eh bien recomptons. Et Laurent Gbagbo est allé jusqu'à dire, ok, on n'est pas d'accord, on recompte. Voilà. Je pense qu'il a eu un parcours, un discours jusqu'au fond de ce qu'on a appelé son bon cœur, parce que c'est bien de parler de bon cœur pour rappeler des choses qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Quand il était bombardé, jusqu'au bout, il a dit sur LCI par téléphone, recomptons. La question est de savoir qui a gagné l'élection. Et il dit à la CPI qui a gagné l'élection. S'il a gagné l'élection, il n'a rien à faire à la CPI. Parce que toute la base, tout le fondement de la CPI, c'est quoi? Vous vous êtes accrochés, c'est ça qui a causé des morts. D'ailleurs, si on entre dans les détails, on s'aperçoit que ça ne tient pas. Les morts, il y en a eu beaucoup, encore une fois, beaucoup. Et les masses de morts qui ont été, les gens qui ont été tués, la plupart des gens qui ont été tués, ça a été par les rebelles. Ça n'a pas été par les forces régulières de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'était l'armée régulière et les forces de sécurité de Côte d'Ivoire qui se battaient contre des rebelles, il ne faut pas l'oublier. On inverse tout. Et pour moi, le résultat des élections est clair.
Et je vais te dire une dernière chose à propos du résultat des élections. L'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, dans une conversation, m'avait demandé si je pouvais demander, moi, à Laurent Gbagbo, si il ne pouvait pas reconnaître sa défaite. Quelqu'un, peut-être, il aurait quelques tolérances. C'est récemment. Oui, pendant que je travaillais sur ce livre. Et qu'est-ce que Gbagbo lui a répondu? Gbagbo a éclaté de rire. Il m'a tapé dans la main et il m'a dit ils ne changeront jamais. Voilà. Donc non, Laurent Gbagbo a gagné l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Nous arrivons au terme, encore 2-3 questions, hein, c'est tellement passionnant. Avec l'auteur de cet ouvrage, co-signé par Laurent Gbagbo et François Mattei, Pour la vérité et la justice, Côte d'Ivoire, révélation sur un scandale français, c'est aux auditions du moment. Alors, cet ouvrage sort au moment où la Cour pénale internationale a décidé de renvoyer Laurent Gbagbo en procès. Joachim? Oui, la CPI a confirmé les charges. Est-ce que vous l'avez eu depuis que cette décision... Je ne l'ai plus vu, je pense que j'ai peu de chance de le revoir là-bas. Je pense, on verra comment ça se passe. En revanche, ce que je veux faire remarquer, c'est que la CPI confirme, peut-être pas tout à fait, puisque 2 juges sur 3 ont confirmé. La juge belge a dit très clairement que pour elle, il n'y a pas ce qu'il faut dans le dossier. Ce qui m'étonne beaucoup, ce qui me scandalise encore plus, c'est que ça vient après que la CPI n'ait confirmé aucune charge en juin 2013. Il n'y a pas eu de choses. Moi, j'ai suivi le travail de la procureure, de Mme Bensouda. Il n'y a rien eu de plus. Absolument rien. Donc en juin 2013, il n'y a aucune confirmation des charges, d'aucune charge. Et puis quelques temps après, il y a confirmation par 2 des juges du renvoi en procès. Bon. J'allais dire que le procès, à mon avis, sera une catastrophe pour la CPI, parce que Laurent Gbagbo peut s'expliquer sur tout, que la CPI va être en grande difficulté, comme le procureur était en difficulté depuis le début. Mais je regrette quand même qu'il n'y ait pas eu, de la part de la CPI, un sursaut pour dire, ben voilà, la CPI aura servi à la manifestation de la vérité dès la phase préliminaire, parce qu'en attendant, c'est Laurent Gbagbo qui est en prison. Alors, est-ce qu'il est confiant pour la suite des événements? Bien sûr. Parce qu'on a l'impression que la CPI est une prison où on peut rester indéfiniment. Oui. On pense au cas de Jean-Pierre Bemba qui y est depuis 2006. J'ai croisé parfois, que j'ai croisé parfois, même là-bas. J'ai vu son épouse, c'est fini. C'est dramatique. C'est dramatique, il n'y a absolument rien non plus. Et puis ce sont des... Alors, et puis il y a même il y a un ultra-nationalisme serbe, je crois, qui n'a rien à voir avec toutes ces affaires-là, qui est depuis 10 ans. Bon, bah, lui, il est vrai que chaque fois qu'il arrive au tribunal, il insulte les juges, c'est différent. Mais bon, non, ce qui est dramatique, c'est que Laurent Gbagbo soit en prison de façon injuste. Il est serein parce que, honnêtement, je pense qu'il a tout pour se défendre, il n'a rien à cacher et il va manifester ses convictions. Le problème, c'est que je crois que tout ça est tellement politique que les élections de 2015 seront passées et qu'on aura entériné, en fait, justifié l'action de la communauté internationale en Côte d'Ivoire, et que c'est surtout dommageable, certes pour Laurent Gbagbo sur le plan personnel, mais pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous, votre intime conviction, et on en aura terminé, vous le voyez, sorti après 2015-2016, comment vous avez une projection comme Alors, le procès aura lieu certainement vers 2016, début 2016, il faut se mettre ça dans la tête. Maintenant, il n'est pas interdit de penser qu'il y aura peut-être une libération conditionnelle, et c'est ce que j'espère de tout cœur pour lui, et puis peut-être aussi, j'espère ça pour la justice, parce que je pense qu'il sera plus clair et plus fair-play de le juger en homme libre, et puis pour les Ivoiriens qui à mon avis sont traumatisés et seront déjà un tout petit peu guéris si Laurent Gbagbo est libre. Très bien. Joachim?
Voilà, nous avons terminé. Merci beaucoup François Mattei. Je sais qu'en ce moment l'agenda doit être très chargé. Oui, non, mais c'est pour ça que je peux aller avec des vous. Médias. Merci à Joachim, journaliste aux enjeux africains. Et puis l'équipe me fait signe de montrer le fameux ouvrage, le livre événement révélation de cet été. Je vous le conseille en tout cas, c'est un excellent ouvrage. Si vous habitez en France, vous devez pouvoir l'avoir dans la plupart des librairies, la FNAC et autres. Et puis, si vous êtes à l'étranger, il y a aujourd'hui des sites de vente en ligne par correspondance, notamment Amazon, pour citer le plus connu. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis et merci à nos amis d'Event News. C'est le directeur de Event News qui précise que c'est Event News TV.tv. Voilà, et le second site partenaire, c'est politicomag.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour un autre entretien. À bientôt. Au revoir. Merci, chers amis. Au revoir, merci.